Bonjour Yahya El-Kharqi, merci d'avoir accepté l'invitation de Médina TV et particulièrement de cette édition matinale. Vous êtes enseignant-chercheur et spécialiste en hydromorphologie et aménagement du territoire. On a entendu tout à l'heure et depuis même dimanche certains témoignages venant de Safi disant si la Médina a été aussi rapidement inondée, s'il y a eu autant de victimes, c'est parce que les infrastructures ne sont pas adaptées. Certains parlent de travaux qui étaient en cours, qui ont peut-être accentué le phénomène. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que oui ou non, vous considérez que les infrastructures au Maroc en général et à Safi en particulier ne sont pas adaptées? Merci beaucoup. Bonjour tout d'abord. Merci pour l'invitation et nos sincères condoléances aux familles des victimes justement du 14-12-2025. Effectivement, la question des inondations, c'est une question épineuse à l'échelle mondiale et en général et aussi à l'échelle du Maroc en particulier. Et surtout avec le dérèglement climatique, c'est-à-dire le changement climatique, qui a une aggravation, une exacerbation justement des phénomènes hydroclimatiques exceptionnels, à savoir les inondations et la sécheresse. Donc, concernant les inondations, effectivement, c'est un problème complexe qu'il faut étudier, analyser d'une manière globale et systémique. C'est-à-dire, il faut voir en fait la question de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire en traitant tout le bassin versant de l'oued Shabab de Safi, c'est-à-dire que c'est vrai, l'aménagement, il doit être vraiment intégré, dynamique, c'est-à-dire il faut traiter le bassin versant déjà à l'amont, faire un traitement biologique, c'est-à-dire la reforestation, et un traitement mécanique, c'est-à-dire le traitement des versants qui sont vraiment très raides, etc., qui déclenchent un ruissellement très rapide, et aussi un traitement au sein de la ville, c'est-à-dire un aménagement urbain selon le plan d'aménagement. Donc, il faut vraiment préciser que les plans d'aménagement à l'échelle du Maroc jusqu'à maintenant, ils ne sont pas menés avec ce qu'on appelle un plan de prévention contre les risques. Donc ça, c'est un point fondamental et très important de faire une politique préventive pour ce type de problème d'inondation. Parce que Ça les veut dire que, ça veut inondations, en fait, dire, professeur, si je me permets, ça veut dire que les travaux qui sont réalisés dans les centres urbains ne tiennent pas compte de l'évolution climatique et du risque de fortes pluies comme ça s'est produit à Safi? non, non, c'est pas ils ne tiennent pas compte, mais il faut vraiment gérer les travaux d'aménagement d'une manière intelligente et réfléchie. C'est-à-dire que il ne faut pas barrer la route, par exemple, aux eaux. Il ne faut pas barrer l'écoulement, il faut laisser l'écoulement naturel. Et après, il faut faire les travaux d'une manière vraiment intelligente et laisser l'eau couler d'une manière naturelle. C'est-à-dire que si on bloque, on crée ce qu'on appelle un embâcle en hydrologie, et puis l'eau s'accumule et après, donc avec la pression, il peut avoir des dégâts très importants. Et surtout dans la ville de Safi, donc là, Shabab Safi, il traverse la ville, il pose vraiment des problèmes. Et ces aménagements, ils peuvent aggraver la situation en détournant justement les flots de crues. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment avoir un aménagement intégré, bien réfléchi, pour ne pas aggraver la situation. Parce que le Safi, donc c'est une rivière, c'est un oued torrentiel. Ce sont des crues éclairs, ce qu'on appelle des crues éclairs, des crues soudaines qui arrivent directement une demi-heure, une heure, voire 45 minutes pour arriver justement à la ville. Et tous les travaux d'aménagement qui ne tiennent pas en compte justement le talweg et l'écoulement des eaux, ils peuvent vraiment aggraver la situation. Et ça, ce qui a été observé au niveau d'Asfi. Oui, alors à Asfi, il y a eu des inondations, je crois que c'était en 1928 si je ne m'abuse, qui étaient à peu près de la même ampleur. Depuis, il ne s'est rien passé jusqu'à ce dimanche.
Est-ce que ce que vous dites est vraiment fondamental parce qu'entre-temps, il y a eu le changement climatique? Oui, c'est vrai que la ville d'Assafé a connu beaucoup d'inondations. Si on peut faire un aperçu historique, donc déjà en 1647, il y avait une crue très catastrophique, en 1791, en 1855 et en 1927. Donc vous savez que donc, la position géomorphologique, géologique et géographique d'Assafi, avec ce bassin, avec ce oued Shaba d'Asfi, donc il est toujours soumise aux problèmes d'inondation. Mais il faut voir aussi que cette situation, ou le site même d'Asfi, donc il faut traiter justement le problème à l'amont. Donc il faut faire une politique préventive, c'est-à-dire d'après la loi 1536, la loi de l'eau, et surtout son article 118 et 121, surtout 118, il faut que les agences du bassin mettent ce qu'on appelle une délimitation des zones inondables. Donc, c'est une politique préventive. Donc, il faut vraiment un atlas des zones inondables. On a donc des potentialités nationales qui peuvent faire ça en collaboration avec les universités, avec les collectivités territoriales, avec l'agence du bassin et aussi avec les autorités locales. Donc, il faut, pour nous, pour un pays en voie de développement, il faut vraiment encourager ce qu'on appelle les politiques préventives, c'est-à-dire il faut traiter la question à l'amont, avant Oui. même que la catastrophe arrive. Est-ce Donc, que, il est-ce que, faut est-ce que, un est-ce qu'il emploi. faut, professeur, si j'arrive bien à vous suivre, est-ce qu'il faut aussi, par exemple, interdire ou limiter le plus possible la déforestation à certains endroits, voire même faire de la reforestation lorsque celle-ci a été détruite depuis quelques années, parce que finalement tout cela, ça freine aussi les écoulements? Oui, c'est vrai que j'ai publié un article effectivement en 2018 sur la question de le rôle de la forêt sur l'hydrologie et l'écoulement en général. Donc la forêt, il joue un rôle très important dans la réduction justement des précipitations au niveau de quand ils arrivent au sol. Donc il y a une rétention déjà de la litière, une rétention du sol. S'il n'y a pas de forêt, toute, toute la pluie qui tombe, donc il ruisselle en fonction du substratum, c'est-à-dire surtout si on a un substratum imperméable, donc toute la pluie qui tombe, elle ruisselle, donc il génère un écoulement rapide, et surtout dans des systèmes torrentiels comme Shaba d'Asfi. Donc la reforestation et le traitement mécanique, aussi bien mécanico-biologique du bassin versant, c'est un point très fondamental pour essayer de diminuer de réduire justement l'impact des inondations parce qu'on ne peut pas vraiment freiner ou stopper les catastrophes naturelles, mais quand même, il faut minimiser leur impact négatif en termes de dégâts matériels, surtout l'infrastructure et aussi de vie humaine. Donc, le Oui. traitement mécanique et biologique de la forêt, la reforestation, mettre justement les talwegs et surtout les ravins, il faut les traiter d'une manière mécanique et aussi biologique pour diminuer et aussi pour favoriser le développement des sols. Donc, ce qui dit forêt, sol, dit justement la diminution de ruissellement de surface, dit l'alimentation des eaux souterraines, donc ce qui est bénéfique pour la population locale et pour le pays en général. Est-ce que l'urbanisation est aussi en cause, la forte urbanisation que l'on connaît par endroits? Je pense par exemple à la ville de Tétouan, Tétouan qui a été inondée il y a quelques jours seulement. À Bien ma sûr. connaissance, fort heureusement, il n'y a Oui, pas eu de victimes. C'était le cas aussi oui. l'année dernière à Tanger. Il y a d'autres villes aussi qui s'urbanisent de plus en plus. Et est-ce que ça aussi, ça pose pas des difficultés justement pour les écoulements? Effectivement, ce qu'on appelle l'urbanisation va vers l'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire qu'on favorise le ruissellement de surface. Et la question s'aggrave si on n'a pas bien nettoyé le réseau d'assainissement. Surtout au Maroc, on a un réseau unitaire, c'est pas binaire, c'est-à-dire on n'a pas un réseau spécial pour les eaux pluviales et un réseau spécial pour l'eau usés. Donc, il faut vraiment prévoir des réseaux binaires, un pour la pluie et un autre pour les eaux usées.
Et ici, on n'a pas nettoyé aussi parce que vous voyez qu'avec la dégradation des sols, avec justement l'imperméabilisation, donc tout ça, ça augmente l'imperméabilisation des sols et ça accélère justement le ruissellement de surface et on rentre dans ce qu'on appelle les crues urbaines. Donc c'est un phénomène qu'on doit traiter. Il y a actuellement des techniques très développées dans les pays développés pour justement accentuer, favoriser l'infiltration que l'écoulement de surface. Parce que Oui. l'écoulement Mais, de surface, mais c'est alors l'oxygénation au fait. vous parlez, professeur, de pays dits développés qui, effectivement, ont ces techniques qui sont en vigueur. Cela dit, dans ces pays dits développés, il y a quand même des inondations, parfois très fortes, parfois Oui, aussi meurtrières. On le voit en oui, France, par exemple, on le voit oui. également en Allemagne, on le voit parfois aux Pays-Bas, on le voit en Belgique, on le voit, bref, on le voit un petit peu partout. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Oui, c'est vrai que même les pays développés, ils connaissent justement les inondations, parce que les inondations, c'est un phénomène mondial lié justement au phénomène de changement climatique, donc qui accélère et qui aggrave, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les phénomènes hydroclimatiques exceptionnels. Mais quand même, en fonction du développement de pays, donc il y a une résilience du territoire et des communes aussi vis-à-vis de ces catastrophes. Donc c'est vrai que vers le nord, vers les pays développés, surtout l'Europe, donc la pluie tombe, donc les précipitations en moyenne, donc c'est beaucoup plus que chez nous. Donc et aussi eux, ils connaissent maintenant des problèmes justement de gestion de forêt, etc., et qui accélèrent aussi le processus de, 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 de ruissellement de surface. Donc il Oui. faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut traiter la question d'une manière globale au sein de tout le bassin versant, y compris la partie urbanisée. Donc, il faut vraiment faire une politique préventive et aussi la politique préventive, c'est avant justement la catastrophe et aussi au cours de la catastrophe et après la catastrophe, si il y a aussi vraiment des inondations catastrophiques. Donc, il Est-ce faut que, vraiment une politique préventive et globale. voilà, alors, est-ce que, justement, à propos de politique préventive, est-ce que vous pensez que des spécialistes comme vous, hein, qui êtes enseignant-chercheur en hydromorphologie et aménagement du territoire, devraient notamment être associés à la direction générale de la météorologie lorsqu'il y a des bulletins d'alerte? Lorsque, comme aujourd'hui, par exemple, il y a un bulletin orange qui concerne une certaine partie du territoire marocain, est-ce que des spécialistes comme vous l'êtes, vous devrez être associés pour dire attention, il va beaucoup pleuvoir dans cet endroit, c'est pas adapté, il vaut mieux ordonner ou demander à la population de rester confinée ou alors d'être évacuée. Il faudrait faire ça. Oui, il faut vraiment réfléchir ensemble et d'une manière partagée et collaborative. C'est-à-dire que toutes les instances, y compris de recherche, de laboratoire, les autorités locales, les collectivités territoriales, les institutions de l'État, y compris la DMN, donc doivent collaborer ensemble, à l'amont et à l'aval. À l'amont, c'est-à-dire que des politiques préventives, déjà, il faut instaurer un atlas, une délimitation, un atlas des zones inondables. Donc, on a des méthodes vraiment qui ont été appliquées en France depuis les années 80. C'est la méthode hydrogéomorphologique. Donc, l'approche hydrogéomorphologique, c'est une approche qui détermine justement les zones inondables et de point de vue économique, il n'est pas vraiment très élevé. Le coût économique, il n'est pas élevé. Et puis, on peut recouper aussi ou collaborer avec justement d'autres approches, appliquer d'autres approches, c'est l'approche de modélisation hydrologique, surtout si on a des données fiables et des données mesurées. Par contre, l'approche hydrogéomorphologique, il s'applique sur justement la morphologie de la vallée, à partir de la morphologie avec justement des mesures bien précises, etc., on essaie de délimiter les zones inondables, mais d'une manière vraiment très simple, mais avec des retombées, avec un impact très positif sur la délimitation des zones inondables pour dire que cette zone, c'est un risque élevé, un risque moyen, un risque faible. Et à partir de là, on peut vraiment préconiser un aménagement particulier qui va répondre justement, qui va prendre en considération la question des risques inondations.
Donc, Oui, la et collaboration entre particulièrement, tous les instances, professeur, c'est très bien. particulièrement, et toujours en ce qui concerne la prévention, est-ce que lorsque on déterminerait, puisqu'on en parle au conditionnel, hein, les zones à risque important, Ouais. les risques, voilà, les risques normaux et les risques faibles, lorsque ces zones seraient déterminées, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former la population? Alors d'abord l'informer du cadre de risque sur lequel elle se trouve, et aussi la former peut-être pour faire face à ces risques majeurs et parfois mortels, comme on l'a vu malheureusement. Oui, ben, merci beaucoup de me poser cette question parce que c'est un volet très intéressant. C'est le volet de sensibilisation et de communication. Donc, il faut intégrer aussi la population locale via les associations. Bon, il faut une approche vraiment participative et collaborative et citoyenne. Parce que si on peut vraiment gérer les problèmes du territoire en général, comme les inondations, il faut vraiment avoir une approche participative, une approche ascendante, donc qui va du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les acteurs territoriaux qui s'intéressent justement à la question des inondations et qui posent problème des sapeurs-pompiers, la gendarmerie royale, les autorités locales, les universités. Donc, il faut impliquer tout le monde. Et on a 12 régions, on a 16 universités. Chaque université, il doit vraiment, avec, je sais pas, un appel à projet, je sais pas, pour déterminer donc les zones, faire carrément un atlas d'inondation pour chaque région. Et à partir de là, en collaboration bien sûr avec les agences du bassin, avec la DMN, donc parce qu'il nous faut aussi des données pour faire ça. Et la majorité de nos bassins versants, il n'y a pas un équipement vraiment, si, il y a des équipements, mais pour la gestion de la ressource en eau. Ce n'est pas la gestion de tout le bassin versant. En fonction des objectifs, il y a des priorités. Mais comme un problème comme les inondations, donc il faut vraiment avoir une étude appliquée sur le terrain parce que c'est la vallée, c'est la morphologie de la vallée qui va nous déterminer justement quel type de techniques et de méthodes à appliquer pour prévoir et pour délimiter et pour dire stop. Donc, il ne faut pas bâtir ici, il ne faut pas construire ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, donc le plan d'aménagement, il doit être accompagné par un plan de prévention contre les risques. Soit inondation, soit glissement de terrain, soit tremblement, soit tsunami, soit donc tous les risques naturels et catastrophes naturelles. Merci beaucoup, professeur Yahya El-Haraki, d'avoir été l'invité ce matin de Médina TV, particulièrement donc de la matinale de Médina TV. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste en hydromorphologie et aménagement du territoire. Merci encore pour votre éclairage et excellente journée.